Alors, je tiens à remercier tout à fait Monsieur le Président de l'Université et Christine Lagarde pour ces deux introductions, l'une sur les lois du possible et l'autre sur le contexte économique dans lequel nous nous trouvons pour ce débat, pour leurs interventions qui m'ont semblé l'une et l'autre particulièrement intéressantes. Je voulais d'abord vous souhaiter la bienvenue dans cet hémicycle et à l'occasion de cette conversation que nous aurons tous ensemble. Je voudrais simplement, avant de vous lire quelques notes que j'avais préparées, je voudrais faire deux remarques. La première, c'est que cette assemblée est constituée majoritairement d'étudiants, mais se trouve aussi dans cette assemblée des élus de grande qualité, parce que je le dis de grande qualité, parce que j'ai eu l'occasion de travailler avec eux à de multiples reprises, des élus qui correspondent d'ailleurs à tous les courants de pensée de notre société, et leur présence, ainsi que certains membres de la haute administration du ministère de la Culture et des Pratiques culturelles, leur présence accompagnant le ministre de la Culture du Maroc, qui nous fait l'honneur d'être ici, ou le ministre de la Culture de la Roumanie, qui nous fait également l'honneur d'être ici. Je crois qu'il y a le ministre de la Culture d'Israël qui doit être également présent, montre à quel point l'attention aux préoccupations des étudiants, l'attention aux programmes que les étudiants sont appelés à suivre à l'avenir est grande et dans tous les secteurs de la société, et comme les attentes à cet égard sont considérables. Et puis la deuxième remarque que je voulais faire, au-delà de cette remarque sur la composition de notre assemblée, c'est une chose qui me frappe, c'est la différence tout d'un coup d'âge entre le mien et le vôtre, étudiant. Et je repensais à l'univers de la communication dans lequel j'étais lorsque j'avais votre âge. Et ça me semble chaque jour cet âge, chaque matin. Je fais quelquefois le rêve de devoir me lever très vite pour aller passer mon bac. Et c'est donc incroyablement proche pour moi. Et cependant, c'est aussi incroyablement loin, ou du moins ça pourrait l'être, si je n'étais pas évidemment totalement investi dans les questionnements qui sont les vôtres, parce que vous êtes véritablement dans une autre génération, qui est la génération du numérique, cette génération qui n'existait absolument pas lorsque j'étais, comme à votre âge, à l'université. Et c'est une chose qui est très très frappante pour moi, c'est une chose qui évidemment implique que je prenne mes responsabilités avec le plus de cœur, le plus d'attention et le plus d'écoute, et le plus aussi de respect vis-à-vis des défis auxquels vous êtes confrontés, des enjeux que vous allez devoir soutenir et du monde illimité qui s'ouvre devant vous. Je voudrais remercier les participants à ce débat qui sont autour de moi et tout particulièrement, je n'ai pas que je fasse une préférence bien évidemment, mais tout particulièrement Marc Tessier, qui a été le président de France Télévisions d'une manière remarquable. Je dis d'autant plus remarquable qu'à cette époque-là, j'étais en quelque sorte sous ses ordres et que j'ai pu donc apprécier la manière dont il a dirigé avec autant d'intelligence que d'humanité cette considérable entreprise de communication. Or, il se trouve que Marc Tessier a bien voulu participer à l'animation de la réunion de ce soir. Et donc, je vous propose un petit modus operandi qui est que je vous lise les notes que j'ai rassemblées pour vous les adresser ce soir et qu'ensuite Marc ouvre en quelque sorte le débat à partir de l'expérience
très forte qu'il a faite en dirigeant le rapport Création et Internet, auquel a d'ailleurs participé également Emmanuel Hogg, rapport qui évidemment nous a énormément servi au ministère de la Culture pour élaborer, de la Culture et la Communication, pour élaborer les premières mesures que nous avons mises en place. Et je remercie aussi bien évidemment les autres participants qui nous font l'honneur d'être là et qui se présenteront devant vous lorsqu'ils participeront au débat ou qu'ils répondront à vos questions. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que il y a un certain nombre de mesures qui ont été prises depuis quelque temps, parce que je suis convaincu que l'univers dans lequel vous êtes consiste en un horizon absolument incontournable pour nos créateurs et pour l'économie de la culture en général. Cela implique une exigence soutenue et une vigilance accrue en termes d'éthique et de respect de l'œuvre, de la création, face aux nouveaux modes de consommation, face aux nouveaux médias. Le rôle premier des pouvoirs publics consiste à rester en alerte en maintenant, pour la défense du droit d'auteur, une double approche à la fois dissuasive et incitative. C'est le sens de la création de l'Hadopi et de la riposte graduée face au téléchargement illégal. Et nous avions eu l'occasion dans ce même lieu d'en parler déjà assez longuement l'année dernière. C'est le sens aussi de la création de la carte musique, lancée il y a quelques jours à destination des 12-25 ans, afin de favoriser un changement durable des comportements en faveur de l'offre légale. Mais bien évidemment, il ne s'agit pas de surveiller et punir, comme l'aurait dit Michel Foucault, mais bien de contrôler et de garantir. Je ne veux pas confondre l'ambition numérique et l'illusion technologique, les moyens et les fins, les tuyaux et les contenus. La révolution numérique ne sera réussie que si elle s'accompagne aussi de services, d'usages, de contenus riches et stimulants. Il s'agit de projeter nos créateurs et nos industries culturelles vers l'horizon mondial, vers l'économie d'aujourd'hui et les marchés de demain. Le cadre universitaire, celui où nous sommes actuellement, me paraît le lieu le plus adéquat pour ce rendez-vous entre la culture, les médias, l'économie. L'université étant au carrefour de l'emploi, du dialogue entre les sciences et les métiers, étant le lieu de la rencontre entre le patrimoine et la création, surtout ici, dans cette université d'Avignon. Je veux saluer d'ailleurs la fondation lancée en février 2010 par l'université d'Avignon, qui s'est donné pour objectif de récolter 3 millions d'euros pour renforcer son ancrage local, ses actions culturelles, ses actions internationales. Elle illustre l'esprit du Forum d'Avignon, qui entend favoriser les partenariats entre le public et le privé, la complémentarité entre la rigueur intellectuelle de l'université et la créativité des artistes. Je veux remercier d'ailleurs et souhaiter la bienvenue aux étudiants venus des 4 coins d'Europe pour ce forum, ceux de l'Université de Bologne, de la London School of Economics ou de l'école Kaus Pilot du Danemark. Je veux croire qu'une révolution technologique telle que le numérique peut être vécue avec une absolue confiance si on la compare à la révolution de l'imprimerie dans l'Europe de la Renaissance. L'invention de l'imprimerie dans l'Europe de la Renaissance. Nelly Kreutz, ce matin, y a fait très justement mention, référence. L'invention de l'imprimerie dans l'Europe de la Renaissance a bousculé la théologie catholique et la représentation du monde. Elle a favorisé la rencontre intellectuelle. Elle a installé l'idée de la réforme et elle a incité au voyage des penseurs comme Erasme ou Thomas More.
Il n'est pas étonnant qu'Erasme connaisse la postérité que l'on sait en Union européenne en ayant donné son nom à l'un des programmes européens les plus connus et les plus justement célébrés. Jusque d'ailleurs dans le cinéma de Cédric Capiche avec l'auberge espagnole ou les poupées russes. La capacité, mais je pense que cette idée de Nelly Kreutz ce matin était une idée extrêmement forte et qu'il faut qu'on se prolonge, qu'on se projette toujours dans des perspectives historiques. Comparer l'arrivée du numérique, la révolution du numérique au choc que fut l'imprimerie au moment de la Renaissance, c'est vraiment une piste de réflexion historique très intéressante. La capacité à passer du virtuel au réel, l'utilisation des réseaux numériques entraîne des changements profonds dans les modes de pensée et les manières d'agir. Au-delà des secteurs économiques émergents et de la consommation, il vous appartient à vous, aujourd'hui, de vous emparer de ces outils et de construire une véritable culture, j'irais même jusqu'à dire une véritable civilisation du numérique. Il vous revient de jouer la partie du monde numérique comme ces jeunes qui se précipitent sur un terrain de tennis à la fin de Blow Up, le film d'Antonioni, et qui jouent un match avec une balle imaginaire, si bien, si fort, avec tant de conviction et de plaisir, qu'à la fin, cette partie qu'on ne voit pas devient effectivement réelle. Il vous revient donc de jouer la partie du numérique, d'inventer ses règles, d'en dessiner les lignes. Ces compétences sont l'objet d'un master en culture et communication présent ici à l'Université d'Avignon, où l'on apprend à construire des moyens de production technique et économique pour les contenus culturels, mais aussi, et c'est une tâche essentielle, à comprendre et mobiliser les outils sémiotiques. Car pour produire son propre discours, le nouvel environnement médiatique exige un esprit critique particulièrement aiguisé, un esprit capable de discerner entre le flux continu de l'information et la communication. Cette mobilisation de l'esprit critique ne doit pas être le privilège de quelques-uns, mais doit être partagée. C'est toute l'ambition de l'éducation à l'image et de la formation d'un regard instruit. Former des citoyens responsables, capables de transformer les réseaux numériques en gisements de connaissances et de culture, c'est leur offrir une éducation qui intègre l'apprentissage des outils numériques, la maîtrise des moteurs de recherche, l'analyse des contenus audiovisuels. C'est à mon sens véritablement une nouvelle frontière de notre système éducatif, et cela dès les classes du primaire. En cela, l'éducation aux médias s'inscrit dans la lignée des humanités et de la culture, comprise comme Bildung, c'est-à-dire formation de soi. Elle doit permettre à chacun de comprendre le discours, mais aussi les stratégies discursives, pour citer à nouveau Michel Foucault. C'est une nécessité qui ne relève pas seulement des politiques culturelles et des politiques éducatives, parce que cela doit être aussi essentiellement un horizon partagé dans la vie démocratique. Le mouvement engagé par l'Union européenne en faveur de l'éducation aux médias et du développement des compétences numériques est une chance pour ceux qui entendent promouvoir cette Europe de la culture que nous appelons de nos vœux. Un certain nombre de dispositions ont été prises, notamment par l'UNESCO, à cet égard. Mais il me semble surtout essentiel de rappeler qu'il faut donner à chacun les moyens de s'orienter clairement et en connaissance de cause dans la profusion des contenus offerts par Internet. C'est un thème qui revient d'une manière récurrente depuis l'ouverture de ce forum, à juste titre. Outre l'accès effectif à Internet, défini par l'agenda numérique européen, publié en mai 2010, et qui vise à une couverture de la population en haut débit à 100% d'ici 2013, il s'agit de permettre à chacun de savoir mieux utiliser Internet et les nouveaux médias. Pour servir cet objectif,
la Commission européenne a publié en août 2009 une recommandation sur l'éducation aux médias dans l'environnement numérique, incitant les États membres à développer les politiques dans ce domaine, à informer le public des opportunités et des risques liés aux réseaux numériques, mais aussi à encourager les industries de médias à cofinancer l'éducation aux médias. Attention, il ne s'agit que d'éducation, il ne s'agit que d'instruire, il ne s'agit que de mettre à disposition tous les instruments, toutes les méthodes pour essayer de réfléchir mieux. Il ne s'agit pas d'engager, de manipuler, de conduire d'une manière volontariste. Il s'agit uniquement de donner les moyens d'éducation nécessaires. Afin de garantir le pluralisme et la qualité de l'offre culturelle sur les réseaux numériques, l'Europe offre des moyens d'action considérables, car elle permet la mise en commun des marchés des publics, des efforts d'investissement. Ainsi, l'agenda numérique européen, qui a donc été encore rappelé par Nelly Kreutz, propose une harmonisation des outils d'évaluation des compétences dans les nouvelles technologies, afin de favoriser la mobilité des citoyens européens dans leur carrière. Des programmes qui existent déjà mobilisent les outils numériques au service d'une Europe de la culture numérique. Je rappelle le programme Média, le programme Media Mundus, le programme Pestalozzi, et puis surtout, ce qui m'est particulièrement cher, la bibliothèque en ligne Europeana, qui est en train de fédérer les bibliothèques publiques et les projets culturels publics ou privés de tous les États membres. Je ne veux pas dire que ceux que j'ai cités avant ne me sont pas particulièrement chers. Cependant, pour Europeana, il se trouve que la France a joué dès le départ un rôle moteur, et à cet égard, il est évident que cet effort qui a été fait par la France sera totalement poursuivi. L'avenir s'anticipe, mais il se prépare. C'est tout l'enjeu des investissements d'avenir lancés par le gouvernement français dans un contexte de difficultés économiques que nous connaissons et que Mme Lagarde a rappelé. La mission qui est la mienne au ministère de la Culture et de la Communication consiste à conserver et à valoriser également notre patrimoine, notre création artistique, nos médias, mais aussi à donner vie et réalité à ce que seront les biens, les industries culturelles, les médias dans 20 ans, dans 30 ans. Elle consiste à créer de nouvelles filières économiques, de nouveaux terrains pour l'emploi culturel. Elle consiste aussi, à travers le recours aux investisseurs avisés, à être un levain dans la pâte, un incubateur d'idées et de projets. Défendre et préserver ce qui est aujourd'hui suppose, implique, ordonne d'inventer ce qui sera demain. Investir dans les nouvelles technologies, c'est préserver des filières, des savoir-faire, mais c'est aussi apporter des garanties à la notion d'œuvre, qui reste et restera encore aujourd'hui centrale. L'espace du numérique n'est pas un non-lieu, il n'est pas non plus une fiction ou une utopie. S'il représente l'avenir de la production culturelle et de la création, il n'est ni une idole, ni un fétiche, ni un absolu. Tout l'enjeu consiste à faire en sorte que les promesses de l'économie numérique, que les potentialités des nouvelles technologies et d'Internet soient effectivement un facteur de développement économique, culturel et humain, qu'elles soient un facteur d'intégration et non un outil de ségrégation, qu'elles justifient enfin à nouveau ce beau mot si souvent galvaudé, si mal respecté, et pourtant si porteur d'espérance qui est le mot progrès. Voilà ce que je voulais vous dire. C'était peut-être un petit peu solennel, mais c'était une manière de vous dire à quel point aussi, en tant que ministre de la Culture et de la Communication, à quel point j'attache une importance, j'allais dire, viscérale aux enjeux que représente la révolution numérique, cette révolution numérique qui est celle de votre âge et où j'espère pouvoir vous montrer qu'elle est aussi celle de mon âge. Voilà. Alors maintenant, on peut commencer le débat si vous le souhaitez.
bonsoir. On m'a demandé d'être le modérateur de ce débat. J'ai accepté, mais avec une arrière-pensée, d'être plutôt le stimulateur. Je pense que nous avons ici une occasion exceptionnelle d'avoir à l'avant-scène des gens d'expérience, de connaissances, des gens d'action, mais qui n'ont pas l'avantage, la plupart de ceux-là, qui n'ont peut-être pas encore agi beaucoup, mais qui ont l'avenir devant eux et qui ont la fraîcheur de pensée qui devrait nous procurer un débat extraordinaire. Donc, je vous demande de préparer pendant les exposés vos questions, vos objections, de ne pas vous gêner, de profiter de l'occasion. Nous en serons tous enrichis. Avant de demander aux panélistes de se présenter eux-mêmes et de faire leur exposé de quelques minutes, je voudrais vous dire aussi qui je suis. J'ai été aussi engagé dans l'action pendant 20 ans comme membre du gouvernement du Québec. J'ai été premier ministre. Et si on m'a invité à ce forum, c'est probablement parce que le Québec a vécu une aventure fabuleuse reliée justement au sujet de ce soir. Il y a 50 ans, le Québec avait un des niveaux d'éducation les plus bas d'Occident. Aujourd'hui, il a un des plus hauts. Il a réussi une révolution culturelle, profondément culturelle, et liée à la technologie. Il y a à Montréal 7000 jeunes hommes et femmes qui travaillent dans l'industrie du jeu vidéo, avec 60 000 $ de salaire par année chacun. Il y en a des dizaines de milliers d'autres qui sont dans le multimédia ou la culture d'une façon ou d'une autre, avec des revenus importants. Et comme nos impôts sont élevés, le gouvernement et les gouvernements ont été rapidement remboursés de tous leurs efforts. Le Québec, inutile de vous dire que c'est la patrie de Céline Dion, tout le monde le sait, du Cirque du Soleil. Un de mes amis de Boston, avocat, m'a téléphoné il y a quelques semaines pour me dire « You, Québécois, goddamn impérialiste ». Je n'aurais jamais pensé être traité d'impérialiste par un Américain. Je lui ai demandé de s'expliquer. Il a dit « J'arrive de Las Vegas et tous les spectacles sont québécois ». Alors, ce que je veux vous dire, si je suis ici, c'est parce que je peux être un excellent témoin pour vous dire que la culture sauve. La culture est première avant l'économie. C'est mieux d'avoir l'économie pour la soutenir, mais les deux sont en interrelation profonde et ça va faire partie des messages que vous entendrez aujourd'hui. Alors, on va commencer de droite à gauche par monsieur. Pardon? Vous voulez nous faire un petit exposé sur le numérique? Je ne vous modère pas, je vous stimule. Non, pardon, monsieur le Premier ministre, merci. Non, le ministre, monsieur le Premier ministre, le ministre avait souhaité qu'on débute un peu cette session par un rappel des principaux enseignements de la mission qu'il m'avait confiée sur le patrimoine écrit, parce qu'en un mot, il s'agissait d'un rapport, d'une commission qui travaillait sur un sujet qui s'est révélé tout à fait emblématique des tensions que le développement d'Internet crée sur les différentes politiques culturelles que nous pouvons conduire. Et je voudrais simplement résumer en quelques mots les tensions telles qu'elles apparaissent et les solutions qui ont pu être trouvées. D'abord, il s'agissait, et c'est tout à fait emblématique, de l'intervention d'un acteur, Google pour ne pas le nommer, et qui d'un seul coup, par la puissance de son intervention, déclassait les politiques qui avaient été suivies dans la plupart des pays occidentaux et par la plupart des universités en matière de numérisation de leur patrimoine et donc de mise à disposition de leur patrimoine sur les réseaux. D'un seul coup, là où on parlait de dizaines de milliers, voire au maximum en France, de centaines de milliers d'ouvrages numérisés par an, on passait à une échelle de dizaines de millions. Et donc il fallait se positionner par rapport à ce qui était une offre qui allait apparaître et qui apparaissait, qui était déjà toute une réalité sur les réseaux
et dont la puissance et l'attractivité étaient incontestables. Deuxième élément de cette politique culturelle, c'était de voir dans quelles conditions se développait ce projet qui se faisait effectivement en dehors du cadre des droits d'auteur tels que nous les concevons et tels que nous entendons les protéger. C'est-à-dire que cette réalité se développait avec le concours de certaines institutions publiques, notamment des bibliothèques publiques, en dehors de ce cadre. Le troisième point, qui était très significatif également, c'est que, en termes de politique culturelle, le groupe en question demandait et obtenait de la part de ses partenaires des clauses qu'on peut qualifier de, non pas anticoncurrentielles, mais dans le domaine culturel, de mise à la disposition de ce patrimoine à titre exclusif sur un seul moteur de recherche. Et ceci pour des durées qui étaient la contrepartie de l'effort financier d'une vingtaine d'années, voire même parfois plus que 20 ans. Et donc tout ceci était en train de poser la question de savoir où se positionner par rapport à un développement qui était en cours, qui faisait l'objet d'un certain nombre de contentieux juridiques, notamment aux États-Unis, mais qui se développait de manière inexorable pour le plus grand bénéfice des internautes, et notamment des étudiants d'ailleurs, qui sont de gros consommateurs de Google Livres, et donc trouver par là le moyen d'avoir accès au patrimoine dans des conditions finalement de très grande simplicité. Alors ce qui est emblématique, c'est la problématique dans laquelle nous nous sommes placés pour répondre à cela, parce qu'il ne s'agissait pas de dire non à quelque chose qui de toute façon allait s'imposer sur la toile, ne serait-ce que par la force des acteurs. Et en même temps, il fallait trouver les moyens d'engager cette action dans un cadre juridique plus conforme à la culture de protection des auteurs qui est la nôtre, et pour cela mener une action d'un autre niveau qu'un simple rapport national versus Google, mais à un niveau européen et à un niveau interprofessionnel, et nous y sommes parvenus. Je pense que c'est une première leçon tout à fait importante, nous y sommes parvenus. Le deuxième élément a été de rediscuter de ces clauses, et là, la situation est beaucoup plus mitigée encore aujourd'hui, mais ceci a démontré, je crois à tout le monde, la nécessité d'un effort public exceptionnel qui, pour la France, s'est traduit par la décision du président de la République d'affecter des fonds du grand emprunt. Alors, ce n'est pas encore une réalité concrète, sauf que la France a pris une position d'un peu de leadership dans ce domaine, et je crois que c'est emblématique des politiques culturelles parce qu'elle démontre la nécessité pour nous de faire un effort exceptionnel maintenant, alors même que le processus s'accélère en matière de numérisation et de consultation. Je dis, pour les étudiants que vous êtes, ici dans cette salle, vous savez bien que l'arrivée, par exemple, des tablettes risque d'accélérer considérablement le processus d'utilisation du réseau pour l'ensemble de ce qui a trait au patrimoine écrit. Et donc il faut agir très vite. Et là-dessus, une mission a été confiée, qui est présidée par M. Maurice Lévy, que je salue pour cela, et pour le gouvernement français est évidemment très engagé. Mais là, le troisième sujet, et qui est important à mon sens, c'est que ceci touche aussi au comportement de l'ensemble des acteurs économiques de la filière. Et nous y sommes maintenant. Est-ce que nous serons capables de proposer un système qui pèsera suffisamment lourd pour que les conditions de négociation avec le partenaire Google soient plus équilibrées? C'est tout l'enjeu de ce qui se passe aujourd'hui. C'est fondamental. Et je voulais simplement témoigner de cette situation un peu spéciale, mais qui touche à l'ensemble du patrimoine écrit et du livre, pour bien démontrer qu'aujourd'hui, dans la répartition de la chaîne de la valeur, soit pour le patrimoine qui est hors droit, soit pour les livres sous droit, il est urgentissime qu'au niveau français, bien entendu, et européen, les professionnels se réunissent pour avoir un poids de négociation. Alors, ils sont en partie protégés par le fait que les grands éditeurs américains se défendent également, et donc, en quelque sorte, protègent aussi les intérêts des éditeurs européens. Enfin, je crois qu'il serait préférable que dans cette grande négociation qui s'ouvre et qui est indispensable, les éditeurs français trouvent une force commune qui soit suffisamment efficace. Voilà.